Récemment, l'économie mondiale a été témoin d'un développement surprenant. Malgré les sanctions internationales visant à affaiblir son économie, comme l'avait déclaré Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances de la France, la Russie a maintenu une position économique forte, se classant 5e en termes de PIB lorsqu'on le mesure en parité de pouvoir d'achat. Ce fait soulève des questions importantes. Comment une économie sous sanctions a-t-elle pu maintenir une telle robustesse ? Qu'est-ce que cela nous dit sur la manière dont nous évaluons la puissance économique des nations ? Et en particulier, qu'est-ce que la parité de pouvoir d'achat, ou PPA ? Et pourquoi est-elle essentielle pour mesurer le PIB plutôt qu'en valeur nominale ? Le produit intérieur brut, ou PIB, est souvent cité pour évaluer la richesse et la performance économique des nations. Cependant, le PIB classique a ses limites, particulièrement lorsqu'il s'agit de comparer la réalité économique entre différents pays. Ces limites deviennent d'autant plus évidentes lorsque des économies comme celle de la Russie résistent de manière inattendue à des défis économiques majeurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'univers de la parité de pouvoir d'achat. Nous découvrirons pourquoi cet indicateur offre une perspective différente, souvent plus révélatrice de l'économie des nations. Nous examinerons également les critiques du PIB actuel et pourquoi le PIB en PPA pourrait être une mesure plus adéquate pour une comparaison juste des économies mondiales. Alors, que nous révèle réellement le classement de la Russie en termes de PIB en PPA ? Comment cela change-t-il notre perception de la puissance économique des nations, en particulier dans un contexte de sanctions internationales ? Suivez-moi dans cette exploration détaillée pour comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la parité de pouvoir d'achat et ses implications sur l'économie mondiale. Avant de nous plonger dans la notion de parité de pouvoir d'achat, il est essentiel de comprendre ce qu'est le produit intérieur brut, ou PIB. Le PIB est l'un des indicateurs économiques les plus utilisés au monde pour mesurer la performance économique d'un pays. Le PIB représente la valeur totale de tous les biens et services produits à l'intérieur des frontières d'un pays pendant une période donnée, généralement 1 an. En d'autres termes, c'est la somme des richesses générées par un pays. Il peut être calculé de 3 manières différentes, qui, en théorie, devraient aboutir au même résultat. Ces méthodes sont la méthode de la production, la méthode du revenu et la méthode de la demande ou dépense. La méthode de la production additionne la valeur ajoutée à chaque étape de la production. La méthode du revenu somme les revenus que les individus et les entreprises retirent de leur participation à la production. Enfin, la méthode de la dépense calcule le total des dépenses effectuées pour l'achat de biens et services finaux. Cependant, le PIB a des limites. Il ne prend pas en compte la répartition de la richesse, la qualité de la vie ou le bien-être environnemental et social, et il ne mesure pas les activités non marchandes comme le travail bénévole ou domestique. Ces activités, bien qu'essentielles pour le tissu social et économique, restent invisibles dans les calculs du PIB. Cette omission mène à une autre considération importante, la valorisation de la production dans le secteur public. Dans le secteur privé, les prix des biens et services sont déterminés par le marché, reflétant une rencontre entre l'offre et la demande. Cependant, dans le secteur public, cette dynamique de marché n'existe pas de la même manière. La production du secteur public est souvent évaluée en fonction des dépenses publiques. Autrement dit, la valeur des services publics est mesurée par combien le gouvernement dépense pour les fournir, plutôt que par la valeur de marché de ces services, souvent inexistante. Cela pose un problème significatif. Si un gouvernement augmente ses dépenses, que ce soit pour les salaires des fonctionnaires, les infrastructures publiques ou les services sociaux, le PIB augmente automatiquement. Cette méthode de calcul conduit à une distorsion importante. Une augmentation des dépenses publiques se traduit par une hausse du PIB, mais cela ne signifie pas nécessairement que la production réelle de biens et services utiles a augmenté, ou que la qualité de vie s'est améliorée. Par exemple, des dépenses publiques inefficaces ou mal gérées contribueront à augmenter le PIB sans pour autant améliorer le bien-être économique ou social de la population. Ainsi, bien que le PIB soit un indicateur utile pour mesurer la taille et la santé économique d'un pays, il ne donne qu'une image partielle. C'est pourquoi il est important de considérer d'autres mesures, comme la parité de pouvoir d'achat, pour avoir une vue plus complète de la situation économique d'un pays. La parité de pouvoir d'achat, ou PPA, est une mesure économique qui permet de comparer le pouvoir d'achat entre différents pays en neutralisant les différences de niveau de prix.
La parité de pouvoir d'achat repose sur l'hypothèse que, en l'absence de barrières commerciales et de coûts de transport, un même bien ou service devrait théoriquement avoir un prix similaire lorsqu'on le convertit en une monnaie commune, comme le dollar américain. Cette hypothèse tient compte des différences de coûts de vie et des structures économiques entre les pays. Les taux de change du marché ne reflètent souvent pas ces différences, car ils sont influencés par d'autres facteurs économiques et financiers. La PPA ajuste les taux de change pour refléter le niveau de prix relatif des biens et services entre les pays, permettant ainsi des comparaisons économiques plus justes. En revenant à notre sujet initial, le PIB en PPA offre une image différente du PIB nominal. Par exemple, certains pays avec un coût de vie moins élevé peuvent avoir un PIB en PPA relativement plus élevé comparé à leur PIB nominal. Cela reflète un pouvoir d'achat plus élevé pour les mêmes dépenses. Illustrons cela par un exemple pour bien comprendre. Imaginons deux pays, le pays X et le pays Y. Pour simplifier, supposons que le taux de change du marché pour la monnaie du pays X par rapport au dollar américain soit de 1 pour 1, tandis que pour le pays Y, il soit de 1 pour 2. Si le PIB du pays X est de 1 milliard dans sa monnaie locale, en utilisant le taux de change du marché, son PIB en dollars américains serait également de 1 milliard de dollars. Si le PIB du pays Y est également de 1 milliard dans sa monnaie locale, en utilisant le taux de change du marché, son PIB en dollars américains serait de 500 millions de dollars. Sur la base de ces taux de change du marché, on pourrait conclure que l'économie du pays X est 2 fois plus grande que celle du pays Y. Supposons maintenant que selon la PPA, le taux de change entre la monnaie du pays Y et le dollar américain devrait être de 1 pour 1, reflétant le fait que le coût de vie dans le pays Y est beaucoup plus bas. Dans le pays X, le PIB reste de 1 milliard de dollars, car le taux de change PPA est le même que le taux de marché. En utilisant le taux de change PPA, le PIB du pays Y en dollars américains serait maintenant de 1 milliard de dollars, au lieu de 500 millions de dollars. Avec la PPA, l'économie des deux pays apparaît égale en taille, reflétant une perspective différente de leur puissance économique réelle. En conclusion, l'utilisation des taux de change du marché peut conduire à sous-estimer ou surestimer la taille réelle des économies, en particulier dans les pays où le coût de la vie diffère considérablement de celui des économies avancées. La PPA, en ajustant ces différences de prix, offre une comparaison plus réaliste de la taille économique relative et du niveau de vie entre les pays. Nous avons vu que la parité de pouvoir d'achat offre une perspective précieuse pour comprendre et comparer les économies mondiales. Cependant, comme tout outil analytique, la PPA a ses propres limites et fait l'objet de critiques importantes. Premièrement, le calcul de la PPA est un processus complexe et exigeant. Il nécessite la collecte de données sur des milliers de prix de biens et services dans différents pays. Cette collecte de données peut être difficile, en particulier dans les pays où les statistiques économiques sont moins développées. De plus, les méthodes utilisées pour calculer la PPA peuvent introduire des distorsions. Par exemple, la sélection des biens et services à inclure dans le panier de la PPA peut influencer les résultats. Des différences culturelles et de préférences de consommation entre les pays peuvent rendre ces comparaisons moins précises. Prenons l'exemple de la nourriture. Un panier de biens alimentaires typique en Inde sera très différent de celui en France, tant en termes de contenu que de prix. Comparer ces deux paniers pour établir la PPA peut donc être délicat et sujet à interprétation. Ces limitations ont des implications économiques importantes. Les décisions politiques et les comparaisons internationales, qui se basent sur la PPA, doivent donc être prises avec prudence, en tenant compte des incertitudes et des marges d'erreur potentielles. En conclusion, bien que la PPA soit un outil utile pour les comparaisons économiques internationales, elle doit être utilisée avec une compréhension claire de ses limites et défis. Une approche équilibrée qui combine la PPA avec d'autres indicateurs économiques peut fournir une image plus complète et nuancée de l'économie mondiale. Nous avons parcouru ensemble un voyage à travers les concepts clés de l'économie, le PIB, la parité de pouvoir d'achat et leurs implications. Permettez-moi de conclure en récapitulant les points essentiels et en soulignant l'importance de ces mesures dans notre compréhension de l'économie mondiale. Tout d'abord, le PIB, malgré ses limites, reste un indicateur fondamental pour mesurer la taille et la santé économique d'un pays. Cependant, il est crucial de reconnaître ses insuffisances, notamment son incapacité à refléter la répartition de la richesse, la qualité de vie et les activités non marchandes. Ensuite, la parité de pouvoir d'achat nous offre une perspective plus nuancée.
En ajustant les différences de niveau de prix entre les pays, la PPA permet des comparaisons plus réalistes du pouvoir d'achat et du niveau de vie. Cependant, elle aussi est sujette à des limitations et doit être utilisée avec discernement. Dans un monde en constante évolution, les économistes et les décideurs sont continuellement à la recherche de méthodes plus précises pour évaluer et comparer les économies. Il est probable que nous verrons l'émergence de nouveaux outils et indicateurs pour compléter et améliorer notre compréhension de l'économie globale. Pour nous, observateurs, étudiants, professionnels ou simplement citoyens intéressés par l'économie, il est essentiel de rester informés et critiques face à ces indicateurs. Comprendre leur signification, leurs usages et leurs limites nous permet de mieux saisir les dynamiques économiques qui façonnent notre monde.